Le sorcier de Prospero, le roi pourpre, le Logos Maxima, le grand cyclope. Magnus le Rouge est le primarque des Thousand Sons et était un être à part au sein de ses frères. Alors que tous les fils de l'empereur étaient des êtres transcendants, forgés non seulement de matière physique mais aussi de force psychique. Chez certains, cette qualité était canalisée dans une morphologie surhumaine, mais d'autres détenaient le pouvoir de manipuler le warp directement ou inconsciemment, comme une prévoyance prophétique, une furtivité surnaturelle ou une aura de majesté au-delà du mortel. Mais par-dessus tous ses frères, Magnus le Rouge était le plus lumineux, un psyker d'une puissance prodigieuse. On dit que seul parmi les primarques, Magnus a rencontré l'empereur dans l'au-delà, bien avant qu'il ne se rencontre physiquement. L'essence même de Magnus bouillonnait de potentiel psychique, au point que sa forme physique semblait être plus une question de volonté, ou le reflet d'une profonde empreinte spirituelle qu'une simple contrainte physique. Et ceux qui tombaient sous son regard cyclopéen sentaient que leurs pensées et que leur substance étaient plus opaques que le verre, et que leurs secrets les plus intimes s'ouvraient sous le regard du roi pourpre. Dans la bataille, Magnus le Rouge se battait comme un dieu mythique. Le feu le couronnait et le suivait dans son sillage comme un manteau brûlant, et la matière solide se désagrégeait d'un geste. Des armées de simples mortels impuissants devant lui tombaient à genoux en pleurant, tandis que leurs cauchemars dansaient sous leurs yeux. On disait que les chemins de l'avenir étaient mis à nu devant lui, et qu'aucun artifice ou subtilité de la guerre ne pouvait tromper le primarque des Thousand Sons. Mais un tel pouvoir était au prix de la suspicion et de la peur, même de la part de ceux qui l'appelaient frère. Pour Magnus, la destruction et la guerre n'étaient qu'un moyen de parvenir à une fin. Possédant une intelligence suprême et une soif de connaissance, il se voyait, lui et sa légion, comme les architectes de l'avenir. D'autres pouvaient penser qu'ils travaillaient pour l'amélioration de l'humanité, voire qu'ils étaient porteurs des idéaux de l'Imperium, mais Magnus voyait une autre voie. Pour lui, la Grande Croisade et chacune de ses sanglantes avancées étaient un pas de l'obscure ignorance vers la lumière de la raison et de la connaissance. Au-delà, il a également vu une seconde ascension, celle allant des confins mondains de l'esprit humain au potentiel transcendant d'une race psychique. C'est cette obsession et cette croyance qui l'ont poussé à accomplir tout ce qu'il a fait, et aussi ce qui l'enchaînera, lui et sa légion, à un avenir de damnation. Magnus le Rouge était un géant aux larges épaules, possédant une armure exquise faite d'or, de bronze et de cuir. Rangée à son côté, on apercevait ses armes, une épée incurvée aux manches d'obsidienne et à la lame d'or, et un pistolet lourd aux proportions terrifiantes. Autour des épaules du primarque flottait un manteau de plumes dorées, mêlé d'encensoirs et de parchemins traînant derrière lui, fixés par des cachets de cire. 2 grandes cornes d'ivoire montaient depuis son plastron, répondant aux 2 autres dressées sur ses épaules. Un tabard pâle orné d'un motif de soleil ardent pendait de sa ceinture, et un livre imposant, relié d'un épais cuir rouge, était accroché aux côtés de son armure à une chaîne dorée, un livre au contenu mystérieux, riche d'une promesse de connaître grâce à lui les mécanismes cachés de l'univers. Un cadenas de plomb retenait son fermoir doré. Il portait un casque d'or que sa chevelure rousse surmontait en guise de plumet. Son visage était sage au-delà de toute compréhension, pareil à celui de l'ancien d'une tribu ou d'un érudit vénérable. Une unique anomalie entachait sa perfection.
un œil doré moucheté de couleurs iridescentes impossibles à nommer, à travers lequel il regardait le monde. À l'endroit où aurait dû se trouver l'autre, la surface de son visage était lisse et sans relief. Lorsque l'empereur parcourait encore l'univers afin de sauver la galaxie de la régression, de la superstition et du mysticisme, il créa les Primarques. Cependant, son projet ne passa guère inaperçu et un vortex aspira les fœtus des Primarques dans le Warp. C'est telle une comète tombant d'un ciel de crépuscule que l'enfant Primarque arriva sur Prospero, un monde de hautes montagnes et d'océans avec des forêts luxuriantes et des déserts arides. Durant l'ère des luttes, les humains de Prospero avaient connu une explosion soudaine d'un potentiel psychique, et la planète abritait une forte proportion de Psykers depuis. Cette concentration de Psykers attira les Psychnoïennes, des créatures prédatrices cauchemardesques qui vivent à la fois dans le Warp et dans la réalité. Les Psychnoïennes décimèrent l'ancienne civilisation de Prospero et les survivants se réfugièrent dans une cité qu'ils baptisèrent Titska, l'unique ville de Prospero, jusqu'à la destruction de la planète. Quand Magnus arriva, les érudits et les maîtres de Titska virent sa descente comme une entaille de feu à travers le firmament. Le sol se brisa là où il tomba, le marbre coulant comme de l'argent fondu, et les rêves de chaque homme, femme et enfant de ce monde furent soudainement submergés par un éclat de lumière et de sensations, mêlés de cris de terreur et d'émerveillement. L'enfant sortit intact du cratère rougeoyant causé par son impact, et nul alors ne douta qu'il ne pouvait que présager de grands changements, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Dès l'enfance, celui qui fut baptisé Magnus manifesta des pouvoirs psychiques phénoménaux, et sur toute autre planète de l'Imperium, il aurait été considéré comme un mutant et tué impitoyablement. Par chance, les habitants de Prospero toléraient les Psykers, et l'enfant Primarque fut accueilli au sein d'une communauté formée de tels parias et élevé selon leurs coutumes. Magnus ne tarda pas à bénéficier de la protection des puissants et des érudits de Prospero, et tout en grandissant parmi les habitants de Titska, il absorba les leçons des maîtres et dépassant leurs compétences dans tous les domaines de la discipline psychique. Le chef parmi ses tuteurs était un dénommé Amon, qui à un autre âge aurait été le plus grand érudit de son peuple. Amon avait des qualités qui s'étendaient au-delà du domaine intellectuel, et alors que d'autres auraient pu s'irriter en regardant leur élève dépasser leurs propres accomplissements, Amon réalisa que Magnus était bien plus que ce qu'il ne pourrait jamais être. Magnus reçut donc d'Amon un enseignement sur la sagesse, car au fur et à mesure que son esprit et ses capacités avançaient, Amon essayait de lui instiller la prudence, de tempérer son génie avec humilité. Puis vint un temps où aucune autre limite ne pouvait être imposée à Magnus, et il dépassa tous ses maîtres dans tous les sens du terme. Magnus évolua rapidement dans les cercles gouvernementaux de Titska, et il remania la civilisation qu'il avait nourrie au fur et à mesure de son ascension, tout en perfectionnant son art. Il s'appuya sur les traditions du passé et les éleva, ainsi que les habitants de Titska, à des sommets insoupçonnés d'accomplissements intellectuels et psychiques. Il créa ainsi les 5 cultes de Prospero, tout en transformant Titska, les pyramides et les tours s'élevant de plus en plus hautes alors que la quête de la connaissance devenait la base de la morale. Grâce à Magnus, Titska fleurit comme jamais auparavant. Il est fortement suggéré que Magnus et l'empereur se connaissaient des années avant leur rencontre physique sur Prospero. L'entente entre Magnus et le maître de l'humanité était considérable, plus grande encore que celle entre l'empereur et n'importe lequel des autres primarques. Magnus aurait fait la remarque que son professeur ultime dans le domaine psychique était l'empereur, et que deux avaient maintes fois fait des quêtes dans le royaume aéthérique au-delà de la réalité.
Quoi qu'il en soit, lorsque l'empereur arriva sur Prospero, lui et Magnus se saluèrent comme de vieux amis. Après avoir prêté serment devant l'empereur sur la place Oculum de Titska, Magnus rencontra ses fils, la 15e légionnaire Astartes, les Thousand Sons. Mais sa légion était décimée, car la guerre et le bouleversement charnel avaient profondément marqué ses fils lorsqu'ils rencontrèrent leur père. 5 ans après que la Grande Croisade eut commencé, les guerriers des Thousand Sons commencèrent à manifester des capacités psychiques bien au-delà de ce qui était attendu, comme voir des choses avant qu'elles ne soient survenues, ou à conjurer la foudre dans l'air. Très vite, la joie des Thousand Sons devant ces incroyables capacités s'est transformée en horreur. Un guerrier commença à changer, puis d'autres. Le premier succomba sur un monde nommé Bézante, sa chair s'étant retournée sur elle-même et ses pouvoirs étant hors de contrôle. Quelque chose semblait s'être emparé de sa chair, l'avait disloquée et en avait fait un réceptacle pour une bête de l'immatérium. C'était le bouleversement charnel, et très vite elle ravagea les rangs des Thousand Sons. Chaque année qui passait, d'autres guerriers succombaient au bouleversement charnel, bien que la Légion devenait plus apte à en déceler les signes avant-coureurs et à prendre des mesures pour les contenir. De façon perverse, plus il y avait de guerriers à souffrir du bouleversement charnel, plus les pouvoirs des Thousand Sons s'accroissaient. Il commença à être question de démanteler la Légion et de l'expurger de l'histoire impériale. Quand Magnus fut retrouvé, seulement 1 millier de ses fils génétiques se présentèrent devant lui sur Prospero, tant les ravages furent grands. Lorsque les Thousand Sons furent réunis à Magnus, quelques milliers à peine s'agenouillèrent devant leur père génétique. Mais on dit que le lien entre un primarque et ses fils génétiques transcendait même celui d'un parent avec son enfant. Entre Magnus et ses fils psychiquement accordés, le lien semblait s'être resserré encore plus, car dès leur rencontre, Magnus et sa légion semblaient être des extensions mutuelles de leurs pensées, de leurs perspectives et de leurs esprits. Pour Magnus, les Thousand Sons étaient les élèves et les disciples capables d'assimiler ses enseignements et de suivre le chemin qu'il aspirait pour l'humanité. Mais alors même que Magnus prenait le commandement de sa légion et déclarait que Prospero était son monde natal, les Thousand Sons succombèrent de plus en plus fréquemment au bouleversement charnel. Face à ce désastre, Magnus utilisa toute son énergie, son savoir et ses compétences pour découvrir un remède contre la malédiction qui tuait ses fils. On ignore concrètement ce qu'il fit, mais il est fort probable qu'il reçut l'aide d'une entité du Warp qui lui offrit un remède qui sauva sa légion, le prix à payer étant un œil. Mais à travers ce salut, il avait sûrement condamné ses fils. Sa légion apparemment sauvée et de nouveau en croissance, Magnus intégra la Grande Croisade. Il remodela les Thousand Sons de l'intérieur et de l'extérieur, créant de nouveaux piliers d'autorité avec les connaissances et les mystères qui allaient avec, transformant la hiérarchie du commandement des Thousand Sons, ses méthodes de guerre et même son langage utilisé dans le discours commun. Magnus perfectionna et cultiva l'utilisation des pouvoirs psychiques des Thousand Sons, entraînant ses fils dans les arts qu'il avait distillés sur sa planète natale. Les 5 cultes de Prospero qu'il avait fondés autrefois furent répandus dans sa légion, chaque guerrier psychiquement apte en choisissant un qui correspondait le mieux à la nature de son don. Les Pavoni, les Raptora, les Corvidés, les Athanéens et les Pyrrhés. Le primarque valorisait le potentiel psychique, l'excellence intellectuelle et la sophistication chez ses fils génétiques, et il intégra au sein de la 15e Légion quelques-uns des érudits qu'il avait élevés, même s'ils étaient trop âgés pour bénéficier des implantations complètes pour devenir des Space Marines. Parmi eux se trouvait Amon, qui devint son écuyer.
Ces quelques élus servirent d'enseignants et de mentors aux survivants des premiers Thousand Sons et des nouveaux initiés. Magnus était un primarque particulièrement idéaliste, pour qui la Grande Croisade n'était pas de dominer les étoiles mais d'élever l'humanité. Il croyait que l'ascendance spirituelle et intellectuelle était le destin ultime de l'humanité, et qu'un âge d'or d'illumination attendait l'humanité dans lesquels les pensées, la connaissance et la raison guideraient les esprits libres de parcourir la surface des réalités et de voir la grande perspective de l'existence. Partout où Magnus et sa légion allaient, ils s'emparaient des connaissances des mondes conquis, humains ou xénos. Magnus envoya des missions vers des mondes déjà en conformité pour retrouver des merveilles que l'on pensait perdues dans les ténèbres de l'ère des luttes. Magnus lui-même a parcouru Terra en compagnie de Perturabo, primarque des Iron Warriors, à la recherche d'artefacts légendaires. Si Perturabo s'intéressait aux merveilles mécaniques, Magnus recherchait des écrits ésotériques des anciens maîtres de la planète et des philosophies des civilisations perdues. Magnus fut témoin de la dévastation sur Terra suite aux guerres d'unification. Une grande partie du monde trône étant encore en ruine lorsqu'il fut retrouvé par l'empereur, ces nombreuses civilisations balayées par des armes capables de raser des continents entiers, alors que les structures monolithiques de l'Imperium restaient encore à terminer. À cette époque où Magnus était aux côtés de son père, la reconstruction était bien engagée, mais de vastes parties de la population de la planète ne bénéficiaient pas encore des bienfaits des efforts de l'empereur, même si longtemps après que l'unité ait été déclarée. Durant cette période, Magnus et Perturabo avaient mis à jour des archives scellées et trouvé des documents prédatant de la Grande Croisade de plusieurs siècles. Magnus a recherché la légendaire bibliothèque de Cadmus, le roi de Béotia, qui s'était levé contre l'empereur avant d'être battu. Magnus regrettera de ne pas avoir mis la main sur cette concentration de savoir antique, mais malgré les supplications de Perturabo pour rester 1 heure de plus à Boeotia pour essayer de trouver la bibliothèque de Cadmus, avant que l'enfer de Prométhéum ne mette le feu au mont Citaeron censé l'abriter, Magnus le lui refusa. Il regrettera plus tard de ne pas avoir accordé cette heure à son frère. Finalement, sa légion grossissant de nouveau, sa malédiction apparemment levée et sa force accrue, Magnus se joignit à la Grande Croisade. La nuit de la veille de son départ de Terra, Magnus avait gravi la tour de l'Astartes pour rencontrer l'empereur. Ce fut un moment bien amer pour Magnus, car comme le maître de l'humanité, il savait qu'il s'écoulerait de nombreuses années avant qu'ils ne se retrouvent ainsi. Ils s'étaient assis au plus haut de cette tour et avaient projeté leurs esprits sur le monde, volant de concert une toute dernière fois. Magnus comprit alors seulement qu'il n'assistait pas seulement à un souvenir, mais qu'il en faisait partie. Leurs corps de lumière suivirent les profonds canyons de la faille transatlantique, puis avaient survolé le bassin aride et poussiéreux médiaterranéen, avant de suivre l'Oural depuis Cara Oceanica jusqu'au Kanagate russo-kievien. Ils contournèrent le mont Narodnaya, virent les fantômes de Fulgrim et de Ferrus Manus qui s'affrontaient sur la fabrication d'armes jumelles, événement qui scella l'amitié entre le Phénicien et la Gorgone, avant que l'empereur explique à Magnus qu'il lui ressemblait de tant de manières qu'il possédait une bonne part de ses points forts, mais que tout point fort poussé à l'excès devenait une faiblesse. L'empereur le mit en garde contre l'arrogance, et qu'une poursuite obsessionnelle de la perfection pouvait l'aveugler quant au coût que cela demandait. Magnus possédait son intellect et sa puissance, mais tout comme lui, il pensait trop facilement qu'il ne pouvait pas se tromper et que cet intellect le plaçait au-dessus de tout risque de faire la plus petite erreur basée sur l'émotion. L'empereur demandait au primarque de toujours se remettre en question et de toujours rester ouvert à d'autres chemins de pensée, à d'autres manières de défaire un problème. Magnus ne comprit pas ce jour-là ce que l'empereur voulait dire. Les paroles mystérieuses du maître de l'humanité affirmèrent qu'il avait échoué, que cet échec allait arriver bientôt et que Magnus et son fils favori
Azek Ahriman, mais Magnus l'ignorait alors, rectifierait son erreur. L'empereur raconta à Magnus qu'il ira explorer des lieux inconnus de lui et que le jour où il pensera avoir tout accompli, l'un de ses fils lui montrerait qu'il avait tort. Puis ils regagnèrent leur corps au sommet de la tour de l'Astartés pour se dire au revoir. Bien des années plus tard, Magnus le Rouge accompagna l'empereur sur un monde nommé Colchis. Il fit la rencontre du chef religieux qui avait conquis ce monde au nom de sa foi en l'unique, un dieu doré qui devait arriver depuis les étoiles, accompagné de son Magus, une année après sa conquête de Colchis. Ce chef religieux n'était nul autre que Lorgar Aurelian, futur primarque des Worldbearers. En compagnie du maître de l'humanité, Magnus le Rouge fut accueilli par un Lorgar dévot qui tomba à genoux devant l'empereur, le reconnaissant comme son dieu et lui jurant fidélité. Les cérémonies de dévotion et les divers témoignages d'allégeance s'étalèrent sur plusieurs semaines, et l'empereur offrit à Lorgar le commandement de la légion des Imperial Heralds, rebaptisés les Worldbearers. Une grande amitié entre Magnus et Lorgar naîtra alors de ce jour. Au fil des années, Magnus fit face à l'hostilité toujours très présente depuis le début de la Grande Croisade contre sa légion, méfiance sur les Thousand Sons qui n'avaient pas disparu avec la découverte de leur primarque. Beaucoup prétendaient qu'ils étaient toujours souillés, ne valant guère mieux que les sorciers ayant terrifié l'humanité durant l'ère des luttes. En réponse à cela, Magnus chercha non seulement à convaincre le reste de l'Imperium qu'il avait raison de défendre sa vision d'une humanité avançant vers une évolution psychique, mais également à lui faire voir la légitimité de ses actions. Pour défendre son opinion, Magnus s'est impliqué dans le projet Librarius, dont l'idée était d'intégrer des Psyker Space Marines évoluant dans un Librarius au sein des légions et composé d'archivistes. N'étant pas à l'origine du projet, Magnus s'imposa néanmoins comme son architecte et son principal promoteur, en fondant avec sagesse nombre de ses principes à partir de la culture de Prospero notamment. Magnus le Rouge persuada un certain nombre de ses frères des vertus du projet Librarius, et le projet fut validé par l'empereur lui-même. Le roi pourpre trouvera en ses frères Jakatai Khan et Sanguinius des alliés de poids pour défendre le projet Librarius. Et ensemble, ils formèrent un triumvirat. Magnus rencontra le Grand Khan et le Grand Ange sur le monde natal des Blood Angels, Baal, sur invitation de Sanguinius en personne, afin de discuter et de fortifier leur alliance, ainsi que de résister à la pression des primarques virulents contre les Psykers, comme Mortarion, Lemanrus ou Perturabo. Magnus fera le serment avec ses frères d'établir et de défendre leur projet. Mais devant un Sanguinius et un Grand Khan qui défendaient l'édiction de lois pour encadrer les Librarius, Magnus avait des réserves, car il considérait que rien ne devait entraver le potentiel psychique de l'humanité. Quoi qu'il en soit, il accepta les conditions de ses frères, et il participa à la rédaction des textes qui furent présentés à Malcador le Sigillite et à l'empereur pour faire naître leur idée. Puis Magnus et ses deux frères scellèrent leur accord, se jurant d'être les gardiens du projet Librarius. Magnus chargea les Thousand Sons de former les autres membres de plusieurs légions qui manifestaient un potentiel psychique à travers une forme adaptée des disciplines et pratiques de Prospero, fusionnées avec des traditions terranes et baalites et sanctionnées par l'empereur. Une fois cette formation terminée, ces Psykers revenaient dans leur légion et diffusaient à leur tour tout ce qu'ils avaient appris. Devant le succès de cette entreprise, Magnus avait commencé à se défaire des soupçons qui existaient contre lui et ses fils depuis des décennies, du moins pour un temps. Magnus le Rouge fut présent lors du triomphe du Lanor, mettant fin à la croisade du Lanor qui avait vu la défaite du plus puissant empire peau verte jamais rencontré depuis le début de la Grande Croisade.
Magnus arriva sur Ulanor, admirant la planète depuis sa pyramide de verre lui servant de sanctum dans son vaisseau amiral, le Photep. À la surface, le roi écarlate fit face à 2 custodiens qui barraient l'entrée de la loge impériale, les gardes du corps de l'empereur, exigeant qu'il donne son identité ainsi qu'à ceux qui l'accompagnaient, alors que Magnus pressentait que 7 sœurs du silence évoluaient hors de vue autour d'eux. Magnus se pencha vers l'un des custodiens, son œil unique retraçant le chemin des inscriptions qui s'écoulaient sur les plaques d'or du guerrier de gauche. Ce custodien se nommait Amon Toromachian, et le primarque, repensant à son ancien maître qui portait le même nom, loua le custodien tout en lui demandant comment se portait le capitaine général Constantin Valdor. Puis les 2 lances des gardiens les laissèrent passer une fois que le système de vérification biométrique unifié eut identifié et chargé les marqueurs génétiques du primarque de ses fils à l'intérieur du réseau des custodiens. Arrivé à la tribune, un guerrier de la Death Guard s'interposa sur la route de Magnus le Rouge, le capitaine de la 2e compagnie de la 14e Légion, Ignatius Grulgor. Magnus lui demanda, menaçant, de s'écarter. Mais 2 autres guerriers en armure Terminator se rangèrent de part et d'autre de Grulgor, 2 membres du linceul, les gardes du corps de Mortarion. Magnus comprit la menace et appela le Seigneur de la Mort à lui faire face. Mortarion émergea des ombres pour rencontrer le roi pourpre. Magnus eut une conversation tendue avec le primarque de la Death Guard. La détestation de Mortarion pour les Psykers était particulièrement virulente, faisant de lui le plus grand détracteur du projet Librarius depuis son origine. Leur échange fut d'une agressivité distillée. Magnus évoqua un autre jour semblable à celui d'Ulanor, lorsque 9 primarques avaient été réunis il y a longtemps. Mais Mortarion lui coupa la parole, lui rappelant que l'empereur leur avait ordonné de ne plus en parler, à cause sûrement de la présence de l'un des primarques inconnus. Magnus évoqua par la suite la symbolique des chiffres, exaspérant Mortarion qui se moqua de son obsession pour les symboles, lui parlant des événements qui avaient eu lieu lors de la bataille du Python du Phénix et de la violente altercation entre les Thousand Suns et les Space Wolves, avant que l'un des fils de Magnus ne subisse une violente mutation génétique le transformant en aberration, le tout sous les yeux de Leman Russ qui avait répété à Mortarion ce qu'il avait vu. Magnus se vit menacé par le Seigneur de la Mort qui l'accusa de sorcellerie et que cela signerait sa chute, comme elle avait signé celle du père adoptif de Mortarion, Nécaré, un sorcier Xénos tué par l'empereur. Imperturbable, le roi écarlate invita Mortarion à venir sur Prospero débattre avec les corvidés de la causalité et de la prédestination, ce qui mit fin à la conversation houleuse lorsque le Seigneur de la Mort se détourna pour rejoindre la tribune de l'empereur. Magnus assista par la suite au défilé et fut témoin du discours de l'empereur qui annonça son départ de la Grande Croisade pour rejoindre Terra afin de terminer un grand projet, puis à la nomination d'Horus au rang de maître de guerre, faisant du primarque des Luna Wolves le commandant suprême des forces armées de l'Imperium. Suite au triomphe d'Ulanor, l'empereur, comprenant la question sensible qu'était devenu le projet Librarius, décida de trancher définitivement son sort avant de rentrer sur Terra, bien que le maître de l'humanité ne semblait pas particulièrement enthousiaste. Mais cette question menaçait de scinder profondément l'Imperium, tant la question des Psykers restait sensible, notamment entre les primarques. Lors de ce concile, Mortarion tint un long discours pour accuser les Psykers d'être à l'origine de la dévastation de l'ère des luttes, prétendant avoir vu personnellement les horreurs que les pouvoirs psychiques laissaient dans leur sillage et les sombres pouvoirs de l'immatérium dont ils faisaient usage, comme des mondes réduits en cendres, des hommes en esclavage et des monstres lâchés de partout. Le Seigneur de la Mort rappela que l'empereur lui-même avait mis en place des moyens de contrôle pour les Psykers, afin d'éviter qu'ils ne deviennent un trop grand danger à travers une surveillance et un encadrement rigoureux. Il évoqua les actes de la 15e Légion, rappelant au passage que les Thousand Suns avaient déjà été les responsables d'actes étranges et maléfiques.
il demanda à l'Assemblée de censurer Magnus et l'abandon du projet Librarius, qui ne pourrait in fine que provoquer un nouveau désastre digne de la longue nuit, selon lui. Magnus se retrouvera finalement sur Nikea à écouter la décision de l'empereur concernant le projet Librarius. Pressentant que sa condamnation avait déjà été actée en constatant l'expression de justification triomphante sur les traits de Mortarion, les larmes cendreuses peintes sur les joues de Sanguinius et le sentiment de culpabilité de Fulgrim. Il eut néanmoins l'agréable surprise de voir une douzaine d'archivistes des diverses légions menés par le prophète des tempêtes Yesugei défendre le Librarius et de l'importance des archivistes au sein des légions et des psykers en général dans l'Imperium. Cela toucha Magnus. Puis l'empereur se leva de son trône et ses propos balayèrent toute interprétation. Il ordonna le démantèlement des Librarius et promulgua l'interdiction aux archivistes d'utiliser leur pouvoir au sein des légions. Magnus, horrifié, se vit imposer par l'empereur de rentrer sur Prospero et interdire l'usage de son potentiel psychique, le menaçant de destruction, lui et sa légion, s'il désobéissait à cet ordre. Dévasté, Magnus quitta Nikea aussi vite qu'il le put, partant se reclure lui et toute sa légion sur Prospero. Magnus passa plusieurs mois sur Prospero avec sa légion, enfermé dans ses quartiers au sein de la pyramide de Photep qui dominait Tizca. Les Thousand Sons ne furent pas redéployés alors que la Grande Croisade continuait et que les autres légions se battaient. Depuis son retour de Nikea, Magnus avait passé son temps à parcourir le Warp en suivant les voies de l'avenir et du passé. Ses explorations sur les avenirs possibles l'ont convaincu que sa vision sous l'amphithéâtre de Nikea était la vérité. Horus allait bel et bien trahir l'empereur. Magnus avait découvert et réinterprété une ancienne prophétie qu'il avait écrite dans son livre. C'était un texte des anciens Aegyptos qui parlait d'un temps dans leur futur lointain où tout n'était que guerre et où le dieu du ciel Eru avait initialement pour mission de protéger son peuple du chaos. Mais Eru se tourna contre un autre dieu nommé Sutek, une divinité dorée et rayonnante, afin d'obtenir la domination de tous. Sous cette forme, Eru était connu comme Kemwer, signifiant le grand noir dans la langue ancienne. Eru n'était que l'un des noms portés par un dieu d'origine plus ancienne encore, dont le nom pouvait se traduire par Horus. De plus, la prophétie racontait que beaucoup des frères divins d'Horus se rangèrent à ses côtés durant sa lutte. S'il l'emportait, il devenait Eru-Ur, ce qui signifiait Horus le Grand. Si Sutek devait être vaincu, sa terre deviendrait nue et désolée pour toute éternité. Les premiers récits qui concernaient le dieu Horus disent que durant la nouvelle lune, Horus devenait aveugle et était nommé Mekenti Er-Irti, celui qui n'a pas Dieu. Cette époque était très dangereuse, car jusqu'à ce que la lune apparût de nouveau, Horus devenait une figure agressive, prompte à attaquer ceux qui l'aimaient après les avoir pris par erreur pour ses ennemis. Pour Magnus, les indices qui annonçaient la trahison d'Horus étaient là, tout du long, sous son nez. Le roi écarlate convoqua ses plus proches capitaines, Azek Ahriman, Amon, Phosis, Tikar, Fael Toron, Hathor Mat, Kalophis, Ora Magma et Balek Utizar dans son sanctum intérieur dans la pyramide de Photep. Là, il leur révéla la terrible vérité sur la guerre civile cataclysmique qui allait commencer. Magnus attendit patiemment que ses fils eussent achevé de gérer leurs émotions et de rejoindre la rationalité devant cette épouvantable révélation. Magnus confirma le pressentiment d'Ahriman que la cause de cette trahison était une corruption dans l'âme du maître de guerre. Mais rien n'était perdu. Les Luna Wolves allaient bientôt rallier Davin où tous les destins conspiraient pour qu'Horus tombe sous le coup que lui portera une arme douée d'une effroyable conscience
afin que les ennemis de toute vie profitent de son état de faiblesse et d'aveuglement pour s'accaparer le cœur du primarque des Luna Wolves. Le roi écarlate avait l'intention d'empêcher cette corruption et de sauver Horus. Il ne pouvait pas prévenir l'empereur car le primarque était persuadé que jamais le maître de l'humanité ne croirait que le meilleur et le plus brillant de ses fils allait le trahir. Il fallait à Magnus une preuve, sinon une sanction risquait encore de le frapper. Le plan fut décidé. Les Thousand Sons allaient sauver Horus et avertiraient l'empereur que s'ils échouaient. Magnus demanda à ses capitaines de l'aider à mener le rituel pour le projeter au travers du warp et protéger le maître de guerre de ses ennemis. Ce rituel était nécessaire car une telle projection dans l'immatérium nécessitera une énergie d'une amplitude dont nul n'avait osé rêver. Rendez-vous fut pris dans les cavernes réfléchissantes sous Titska, où Magnus se plaça sous un télescope colossal avec tout un attirail agencé sous le dispositif de bronze. Les cavernes réfléchissantes étaient situées à plus d'1 kilomètre sous la cité de Titska, un espace empli de lumière d'une myriade de petits points émis par des cristaux à la forme précisément étudiée, tenus par les milliers d'apprentis se tenant au point d'intersection des lignes énergétiques. Cette grotte cristalline en particulier était gigantesque, d'un diamètre de 3 km en son point le plus large, et son plafond chargé de stalactiques tintait au son des clochettes douces. Des lucioles dansaient à l'intérieur de ses parois, les reflets des lumières portées par les apprentis éclairant les figures et le dispositif au centre de l'immense espace. Autour d'une grande dalle blanche et rectangulaire évoquant un autel, courait une lourde chaîne de fer magnétisée. Sur chacun des points cardinaux autour de la dalle se trouvaient 4 miroirs concaves, concentrant la lumière des cristaux que les apprentis tenaient entre leurs mains. 5 cercles concentriques entouraient l'autel et à l'intérieur des pistes tracées par les 4 cercles extérieurs étaient inscrits des mots inconnus, lesquels avaient laissé un goût déplaisant dans la bouche. Le primarque était nu à l'exception d'un pagne. Sous les yeux d'Ahriman, sa peau fut enduite d'huile par Amon, puis raclée par Utizar pour y enlever l'excédent sur son corps à l'aide d'un couteau à lame d'os. Aura Magma tendait un encensoir fumant d'où s'échappait la fragrance de la quintesseuille, tandis que la 7e confrérie de Fael Toron se mettait en place. Le rituel commença. Magnus s'allongea sur un autel et demanda à Ahriman de lui donner le loup lunaire, un pendentif de fer posé dans le livre de Magnus. Représentant un croissant de lune luisant d'un reflet argenté sous la lumière de la caverne, et les crocs du loup brillaient tels des concrétions de glace. Magnus avait reçu ce pendentif de la part d'Horus sur Bakeng, après qu'un tir chanceux l'ait détaché de l'épaulière du maître de guerre, prétendant qu'il guiderait Magnus dans les périodes sombres. Magnus ferma son poing autour du pendentif et en quelques instants, une tache de sang s'étendit sur son épaule. Horus avait déjà été blessé sur Davin par l'anathame. Alors qu'Ahriman continuait de lire, Magnus ordonna à Fael Toron de plonger son atame dans sa poitrine. L'œil de Magnus s'ouvrit brusquement, sans iris ni pupille, mais inondé de toutes sortes de couleurs incroyables, avant de réduire sa forme au chaos de ses particules élémentaires et de traverser la moitié de la galaxie. Il allait rester dans cet état durant 9 jours. Alors que Magnus voyageait pour retrouver Horus, le destin du maître de guerre était dans la balance. Suite aux manigances du premier chapelain Erebus, dévot du chaos et agent de l'Orgar Aurelian qui avait fait des puissances de la ruine ses divinités après son pèlerinage et comploté pendant 40 années pour préparer le terrain à la guerre civile, Horus fut mortellement blessé sur Davin à l'épaule par l'arme maléfique qu'était l'anathame, l'arme que Magnus avait vue dans ses visions sur Nikea. Mourant, le maître de guerre avait été laissé aux bons soins d'une loge guerrière de sorciers davinites affiliés au chaos en réalité.
Erebus en avait profité pour mener son petit rituel et envoyer son âme et celle d'Horus dans le royaume du chaos afin de le corrompre et de le mener à se lever contre l'empereur. Erebus avait alors pris l'apparence d'un ancien ami décédé d'Horus, le capitaine Space Marine Astur Sejanus, afin de faciliter sa corruption. C'est dans l'Immaterium que Magnus les retrouva. Le roi écarlate surgit des ombres du royaume du chaos sous la forme d'un chef de meute de loups. Il se dressa sur ses pattes arrière, sa silhouette s'allongeant et s'élargissant en devenant plus humanoïde. Ses proportions s'étoffèrent pour le faire devenir aussi grand qu'Horus lui-même, puis sa peau cuivrée remplaça sa fourrure. Ses yeux dorés se coulèrent l'un dans l'autre pour n'en former plus qu'un, et son épaisse chevelure rousse lui poussa sur la tête en même temps que son armure couleur de bronze se matérialisait sur son torse et ses bras. Horus le reconnut et l'enlaça dans ses bras. Le roi écarlate supplia Horus de l'écouter, car il ne lui restait plus beaucoup de temps. Les sorts et les protections conjurées autour du maître de guerre étaient puissants. Le faux Astur Sejanus émergea et tenta de chasser Magnus en le traitant de créature métamorphe du Warp, qui se nourrissait des âmes humaines et qui cherchait à dévorer celle d'Horus afin qu'il ne puisse plus rejoindre son corps. Magnus leva la main en l'air et referma ses doigts comme pour agripper une chose invisible. Puis il tira le poing en arrière. Une lumière argentée jaillissant des yeux de Sejanus, révélant sa vraie identité, celle d'Erebus. Le Wordbearer justifia sa fourberie comme un moyen de faciliter l'acceptation de ce que Horus devait faire. Magnus avertit son frère de ne pas croire Erebus, que ses mots étaient des mensonges et que l'avenir de la galaxie était entre ses mains. Mais Erebus mit à porte-à-faux Magnus en soulignant qu'il avait utilisé la magie pour venir les rejoindre alors que l'empereur le lui avait interdit après Nikea. Magnus projeta une boule de flamme vers le premier chapelain, mais quand le feu mourut autour d'Erebus, ce dernier n'avait rien. Son armure n'était même pas brunie, pas plus que sa peau. Magnus projeta éclair après éclair par le bout de ses doigts, subjuguant et horrifiant Horus en voyant le roi écarlate employer de tels pouvoirs, prouvant qu'il ne respectait pas l'édit de Nikea. Erebus se sentit triomphant, mais Horus le fit taire en lui rappelant qu'il ne valait pas mieux car il avait lui aussi usé de sorcellerie pour l'emmener dans les royaumes du chaos. Dans un dernier espoir de sauver Horus, Magnus lui expliqua que le futur que lui avait montré Erebus, celui d'un impérium totalitaire décadent et superstitieux, n'était pas écrit comme aucun futur. Horus l'étonna en lui disant qu'il savait très bien que le Warp pouvait jouer des tours à l'esprit, qu'il n'était pas accompagné par Sejanus depuis le début du rituel, et que sans leur contexte, toutes les choses qu'il avait vues ne signifiaient rien. Mais Magnus se vit renvoyer dos à dos avec Erebus par le maître de guerre, qui déclara qu'il décidait seul de son destin. Pire, le roi écarlate apprit d'Erebus que Lorgar avait déjà juré allégeance aux puissances qui régnaient dans le Warp, ce qui le choqua. Il supplia Horus de ne pas trahir, mais le maître de guerre annonça que son choix était fait. Revenant dans son corps sur Prospero après 9 journées de rituel qui tua la majorité des apprentis et vida de leurs énergies ses officiers, Magnus annonça avoir échoué à sauver Horus et qu'il devait prévenir l'empereur de la félonie du maître de guerre avant qu'il ne soit trop tard. Il ordonna en parallèle à Ahriman de tout faire pour essayer de voir l'avenir afin d'être prêt à toute éventualité. Mais animé par la loyauté et le désir de bien faire, Magnus commit la pire catastrophe de l'histoire et se condamna à jamais à la damnation, emportant sa légion dans sa chute alors que l'hérésie d'Horus se déclenchait. Lorsque l'empereur de l'humanité créa Magnus, il en avait fait un géant voué à dominer physiquement et mentalement les autres primarques. Ses aptitudes psychiques n'étaient surpassées que par celles de l'empereur, et par l'honneur comme par la ruse, il conduisit les Thousand Sons à d'innombrables victoires pendant la Grande Croisade. Il en profita pour satisfaire son insatiable soif de savoir
chroniquant les traditions magiques des cultes humains et des races xénos qu'il éradiquait. Cette sombre trajectoire conduisit Magnus tout d'abord à son jugement à l'issue du concile de Nicaea, puis au sac de son monde par les Space Wolves, et enfin à son pacte avec Tzeentch, le dieu de la sorcellerie. D'une certaine façon, la déchéance de Magnus fut pire encore que celle de ses frères. Il avait choisi délibérément de marchander avec de sombres puissances afin de préserver ses fils des mutations. Au cours de l'hérésie d'Horus, Magnus ne se laissa pas guider par la volonté de l'empereur, mais par son inébranlable confiance en ses propres aptitudes. Il était le plus sage, le plus érudit et le plus doué psychiquement de tous les primarques. Comment aurait-il pu se tromper? C'est en exploitant cet orgueil que Tzeentch lui tendit un piège et élargit le fossé qui le séparait de ses frères et même de ses propres fils, les Thousand Sons. L'arrivée des Space Wolves avait forcé Magnus à agir. Les conséquences de son pacte avec les entités du Warp noué avant même qu'Horus ne soit nommé maître de guerre survinrent alors. Magnus fut obligé de relocaliser son repère dans l'œil de la terreur afin d'échapper aux Space Wolves, invoquant des sortilèges aussi facilement qu'un humain ne respire. Mais avant que tout ceci n'ait lieu, il y avait de bonnes raisons. Affolé devant l'hérésie d'Horus qui s'annonçait, Magnus se résolut à prévenir le plus rapidement possible l'empereur. Il refusa, malgré les réserves d'Ahriman, d'utiliser les moyens astrotélépathiques, car il savait combien les interprétations des astropathes pouvaient être approximatives. Il ne pouvait remettre une question d'une pareille importance entre les mains des mortels, et lui seul avait la possibilité de projeter son être dans la toile à Eldari pour rallier le plus rapidement possible Terra, se doutant qu'un portail du labyrinthe Xénos se trouvait en la possession de l'empereur. Magnus retourna dans les cavernes réfléchissantes et y médita 2 nuits avec 900 apprentis, chacun tenant un cristal miroitant auquel était liée son essence vitale. Le sort que le primarque allait élaborer réclamait un sacrifice, et les vies des apprentis allaient être immolées. Une abdiction que chacun consentait de son plein gré à leurs yeux. Mourir pour permettre à Magnus de porter l'annonce de la trahison d'Horus jusqu'à l'empereur était un honneur. Le roi écarlate était accompagné d'Ahriman, paré d'une robe blanche et portant le livre de Magnus devant lui dans une attitude d'offrande. Magnus écouta les réticences de son fils favori, car la puissance de son sort était en termes de puissance sans aucune mesure, exigeant des pactes avec des entités du Warp pour accéder à la toile Xénos. Mais Magnus lui annonça qu'il assumerait toutes les conséquences. Après avoir demandé à Ahriman de veiller sur lui, Magnus se défit de son corps solide et distilla son noyau en fusion en une flèche pointée depuis Prospero jusqu'à la distante Terra. D'une pensée, il se projeta dans les cieux. Son corps lumineux s'envola alors que les essences vitales des apprentis lui prêtaient leur résolution. La noirceur de l'espace commença à se dissoudre et les flux rageurs du Warp l'entourèrent. Devenue une étoile brillante parmi une constellation de supernovas, les planètes passaient autour de lui en un éclair tandis qu'il s'élançait au travers des renflements de couleurs, de lumière et des dimensions sans nom. Magnus se hâtait vers sa destination comme une comète jamais lâchée parmi les étoiles. Puis Magnus ressentit la même vibration subtile dans la trame de l'immatérium qui l'avait attiré sur Agoru. Percevant un des portails de la toile, les capillaires dérobés du réseau Xénos lui apparaissaient comme des lignes d'or en fusion. Magnus s'enroula en spirale autour de l'artère dorée, concentra son énergie et la libéra vers elle dans une fulmination d'éclairs argentés. Il projeta ses poings contre les parois impavides, exténuant ses apprentis qui mourraient pour le soutenir sur Prospero par dizaines à chaque coup. Magnus hurla de frustration. Il ne pouvait pas pénétrer dans la toile et rejoindre l'empereur de l'humanité. Ce fut alors qu'il ressentit une présence familière, une chose titanesque se déplaçant autour de lui comme un continent flottant avec une sapience ancienne enfouie en son cœur.
Cette présence donna librement un potentiel de la puissance qui entourait Magnus. Le primarque s'abreuvant profondément de l'énergie qui lui était offerte, et plongea à l'intérieur de la toile, poursuivant son vol dans le passage rutilant, en suivant une route dont il savait qu'elle le mènerait sur Terra. Son essence psychique se retrouva dans une immense salle haute de centaines de mètres et large de bien davantage, et qui palpitait d'activité. C'étaient jadis les geôles impériales, devenues depuis les cryptes impériales, là où l'empereur menait son grand projet pour conquérir ni plus ni moins que la toile à Eldari au profit de l'humanité. De grandes machines aux facultés et à la complexité incroyable s'étaient agencées dans toute cette crypte, ainsi que de vastes dépôts de stock et des outils d'une conception unique qui auraient défié l'entendement de même les plus doués des adeptes du Mechanicum. L'empereur était alors assis sur le trône d'or, la clé de voûte pour faire fonctionner sa conquête de la toile. Le roi écarlate apparut depuis un portail doré qui brillait d'une lueur propre, comme si une incroyable chaleur provenue de l'autre côté se diffusait à travers le métal. Les grands boîtiers d'armement disposés dans tout le périmètre de la crypte se dressèrent, leurs canons se mettant en attente de tirer alors que des arcs électriques passèrent de machines en machines et que les surcharges faisaient éclater les circuits délicats et irremplaçables. Des éclairs d'énergie crépitantes se déversèrent des battants en train de fondre et dépouillèrent jusqu'à la moelle les adeptes et savants restés trop près. Les symboles compliqués gravés dans la roche de la caverne explosèrent dans des détonations hurlantes. Toutes les sources d'éclairage éclatèrent en gerbes d'étincelles, et des siècles du plus incroyable ouvrage que put imaginer l'humanité furent défaits en un instant. Les custodiens de l'empereur se tenaient déjà en alerte et firent face à l'image de Magnus, sa silhouette traversant les grandes portes de la crypte. L'empereur le reconnut, et de le voir, son cœur en fut brisé. Leurs esprits se rencontrèrent, et dans cet instant de connexion figée, la galaxie fut changée à tout jamais. L'instant de connexion que Magnus et son père partagèrent avait été sublime et horrible. Le primarque se vit tel que les autres le voyaient, un ange de sang, flamboyant et monstrueux, porteur d'une fin funeste pour les mortels ayant eu la malchance de se présenter sous son regard. Le roi écarlate avait essayé de délivrer son message, mais rien de ce qu'il avait à dire n'aurait pu contrebalancer ou défaire l'erreur colossale qu'il avait commise en venant sur Terra. La trahison d'Horus avait été comme balayée, une considération secondaire dans le sillage de la destruction que Magnus avait involontairement causée. Il n'avait ni plus ni moins que détruit les sceaux protecteurs qui avaient maintenu le palais impérial en sécurité depuis plus de 100 ans, provoqué une onde de choc psychique qui avait fait des milliers de victimes et poussé des centaines d'autres à la folie ou au suicide. En forçant l'entrée du portail de la toile avec l'aide mystérieuse de l'entité qu'il avait rencontrée dans le Warp, le primarque des Thousand Suns avait détruit ce qui permettait de séparer les deux dimensions de façon fatale. Magnus reconnut la folie de ses actes et pleura de voir défait un concept ainsi achevé. Privé de sa volonté, le sort qu'il avait envoyé sur Terra n'était rien. Et Magnus avait senti la traction de sa chair tirer son esprit au travers du portail. Il ne lutta pas, et il laissa son essence voler au travers du réseau de la toile jusqu'à la déchirure qu'il avait ouverte de façon si négligente. Là, il vit les prédateurs du Warp, les démons, emprunter la voie qu'il avait forcée pour foncer à l'intérieur du palais impérial, là où l'empereur en personne se trouvait. Magnus avait ouvert une voie d'invasion au cœur même de Terra. Revenu dans les cavernes réfléchissantes, le primarque vit que tous les apprentis n'étaient plus, réduits jusqu'au dernier à une enveloppe flétrie et sans vie. Seul demeurait Ahriman, et même lui avait paru vidé,
Honteux, dévasté et l'œil baigné de larmes, Magnus s'enfuit vers la pyramide de Photep, sourd aux questions que lui criait son maître archiviste. Alors que la sanction de l'empereur condamnait les Thousand Sons et Magnus à l'oubli, Lemanruss fut envoyé s'occuper de ce problème. Rien ne se passa comme prévu, et malgré tous ses efforts, Russ fut forcé de détruire Titska et Prospero. L'affrontement entre les deux primarques, entre les deux frères, se solda par une étrange conclusion. Russ brisa le dos de Magnus sur son genou, et soudainement, plus rien n'était. Magnus s'était en réalité réfugié avec ses derniers Astartes sur la planète des sorciers. Et dans ce lieu parodique de Prospero où le temps n'existait pas, il était devenu une forme éclatante avec des ailes de feu éthériques flamboyantes qui se déployèrent dans le dos de sa silhouette. Magnus avait sacrifié la chair contenant son essence, et ce faisant avait accédé à une forme plus évoluée, libérée des contraintes de la mortalité et des limites du réel. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus vraiment Magnus, juste une partie de lui. Le primarque en réalité était mort sur Prospero, tué par Lemanruss quand il avait brisé Magnus. C'est alors que l'âme de ce dernier se fragmenta en plusieurs éclats qui se dispersèrent au-delà de l'espace et du temps. La partie principale qui formait l'essence de Magnus était celui qui avait trouvé refuge sur la planète des sorciers. L'être qui se réfugia dans le Warp pour échapper au coup mortel du roi loup n'était plus qu'une partie de l'âme qui se nommait autrefois Magnus le Rouge. Cette partie deviendra alors le roi écarlate, ce surnom acquérant un nouveau sens. Quand Horus rassembla les légions renégates et certains des primarques ralliés à sa cause sur le monde d'Ulanor pour mener une grande parade ouvrant le début de l'invasion du système Sol, le ciel se mit à rougir comme du sang versé dans du lait. Les nuages prirent la texture et la couleur de muscles écorchés, et la foudre traça des lignes argentées qui persistèrent et s'élargirent en faille. Des yeux gigantesques y apparurent avec des pupilles verticales dans des iris ambrés, et l'air prit une saveur de cannelle et de sucre filé. Un entonnoir de nuages et de flammes descendit du ciel, et une colonne de flammes toucha enfin terre en faisant fondre la roche. Accompagné de 9 de ses guerriers, Magnus le Rouge apparut devant Horus et proclama qu'il venait pour rejoindre les armées du maître de guerre afin d'attaquer Terra pour qu'elle brûle comme Prospero a brûlé. Le roi écarlate mit un genou à terre afin de prêter allégeance à Horus. Puis il regarda la parade et le sacrifice mené par les légions renégates en haut de l'estrade impériale qui avait accueilli les primarques lors du triomphe d'Ulanor. Magnus se rangea aux côtés de Perturabo afin qu'eux deux séparent Angron et Fulgrim, devenus eux aussi des princes démons servant des dieux rivaux. Puis il mit le cap sur Terra pour la bataille finale. Durant le siège de Terra, Magnus n'avait qu'un seul objectif, récupérer la partie d'âme qui lui manquait et qu'il savait être sur Terra et qui avait rallié l'empereur. Passé un certain temps et là des dissensions qui régnaient entre les traîtres, Magnus trouva le moyen de s'infiltrer dans le palais impérial jusque dans les souterrains du palais. Il finit par se retrouver face à Malcador, puis face à l'empereur, assis sur le trône d'or. Une fois face à l'empereur, il tira son sceptre comme un harponneur et qui se déforma dans sa main devenant un javelot parfait qui promettait un coup fatal, assez puissant pour mettre fin au règne d'un dieu. Tout en pleurant, il dit à l'empereur qu'il avait été l'être qui l'avait le plus aimé. Au moment où il allait frapper,
un être égal à sa stature s'écrasa avec violence au sommet du grand piédestal, comme si la foudre s'abattait. C'était le primarque des Salamanders, Vulcan, revenu secrètement sur Terra pour protéger l'empereur. Magnus regarda Vulcan qui exprimait une grande tristesse. Le seigneur des Dracs abaissa finalement son puissant marteau de guerre et parla à Magnus du fragment de son âme alors brisé qui avait veillé sur son corps durant un périple mené par l'un des lieutenants de Vulcan, un dénommé Numéon, qui avait mené une odyssée spatiale pour ramener sur Nocturne le corps de son primarque. Vulcan confirma au roi pourpre que c'était grâce à lui que Numéon avait pu le ramener sur son monde et que pour cet acte, il lui devait la vie. Le primarque des Thousand Suns fut surpris, car il avait vu Vulcan mort dans un de ses souvenirs. Le seigneur des Dracs lui expliqua alors qu'il possédait un don incroyable. Il pouvait revenir à la vie une fois tué. Magnus et son frère philosophèrent un instant sur la nature du feu. Le roi pourpre le voyait comme un élément de destruction mais aussi de renouveau, alors que Vulcan, qui se lamentait sur le fait que l'Imperium ne serait plus jamais le même après cette guerre civile, pensait que le feu de ce conflit pourrait aider à reforger cet empire, si manié par des mains d'un forgeur chevronné. Après cette discussion philosophique, Magnus le Rouge écouta Vulcan lui souligner qu'il ne l'arrêtera que s'il avait l'intention de lancer son javelot, chose qui faisait à présent hésiter le roi pourpre. C'est alors que l'empereur ouvrit les yeux dans un feu doré, annonçant à Magnus qu'il n'était pas perdu. Le roi pourpre se retrouva dans une vision générée par son père, une vision qui lui montrait Titska comme elle était lorsque l'empereur était arrivé sur ce monde pour le récupérer. Se retrouvant aux côtés de l'empereur portant son armure qui semblait avoir vu des combats féroces, Magnus se rappela du paradis qu'avait été sa cité. Ensemble, père et fils marchèrent le long d'une des rues latérales, partant vers la place de l'Oculum de Titska, et longèrent un jardin ornemental dont les taupières avaient été psychiquement taillées. L'empereur expliqua alors qu'il le voulait en face de lui afin qu'il puisse ne pas y avoir d'erreur ni de malentendu, ni aucune façon pour les puissances de la ruine rangées contre lui de déformer ses paroles ou leur sens. Magnus le Rouge se vit offrir le pardon et la chance de marcher de nouveau aux côtés du maître de l'humanité. Puis ensemble, Magnus et l'empereur volèrent dans l'immatérium, assistant à la naissance d'espèces inconnues de l'humanité, à la décadence de celles sur les ruines et les eaux desquelles les hommes et les femmes avaient bâti. Magnus était redevenu un enfant suivant son père qui était un météore brûlant de tout son pouvoir. Ils se baignèrent dans la lumière des galaxies lointaines, suivant les arcs des comètes migratrices, explorant les pouponnières d'étoiles nouvelles nées et modelant les destinées des protoplanètes en cours de refroidissement. L'éclat de l'empereur attirait les démons, mais il les détruisait en se riant d'eux, ou les tournait les uns contre les autres. Puis ils rejoignirent Terra quand elle était encore l'ancienne Terre, y regardant l'avènement et la chute des anciennes civilisations, ce qui mena Magnus à songer à ces rois et reines d'antan, assis sur leur trône, et entendant évoquer les autres civilisations perdues, sans s'imaginer un seul instant qu'un tel sort pourrait s'abattre sur eux un jour. Puis ils virent la colonisation spatiale, l'ère des luttes, ce qui fit pleurer le primarque, les guerres d'unification, la grande croisade, et surtout ce qui serait advenu si Horus n'avait pas été corrompu. Une ère de progrès et de paix, et où Magnus avait le rôle le plus important, celui de se tenir assis sur le trône d'or. Contrairement à la vision qu'il avait eue de son corps ravagé par l'antique machine, il y vit à la place son corps intact, mais son visage était serein et sans expression, tout juste un réceptacle de chair, son corps subtil étant entièrement absent aux côtés de l'empereur à parcourir le Warp, comme deux explorateurs des derniers confins de la conscience. Un futur qui pouvait advenir sous une autre version, si le roi pourpre décidait de revenir aux côtés de l'empereur. Cet espace de vision partagée avait déroulé le temps à une échelle cosmique, mais un instant à peine s'était passé dans la caverne sous le Sanctum Imperialis.
Magnus le Rouge était toujours face à Vulcan qui se tenait toujours aux côtés de l'empereur. Puis le maître de l'humanité annonça à Magnus, qui vit le tremblement de crispation sur le front de son père, que s'il souhaitait qu'advienne cet âge d'or, il devait lui jurer de nouveau fidélité. Et ensemble ils chasseraient les traîtres de Terra, les détruiraient et amorceraient une nouvelle ère de croisade. L'empereur voyait que l'âme du roi pourpre était toujours gouvernée par les meilleurs penchants de sa nature, surtout après avoir vu le sauvetage des réfugiés effectué par le primarque au sein du grand observatoire, preuve que le chaos ne l'avait pas corrompu comme les autres primarques renégats qui ne pouvaient plus être sauvés. Magnus reconnut que ses frères étaient devenus des monstres, à part Perturabo qu'il voyait toujours comme un frère. Mais c'est alors que Vulcan souligna que le seigneur de fer s'était voué à Horus, et que sa mentalité rigide faisait que jamais il ne reviendrait sur son engagement à la cause du maître de guerre, obnubilé comme il l'était d'abattre le plus grand ouvrage de Rogaldorn. Magnus, connaissant trop bien Perturabo, reconnut à contre-cœur que le seigneur des Dracs avait raison. Puis Magnus demanda néanmoins quel était le prix à payer pour ce pardon, et écouta horrifié la réponse de l'empereur. Sa légion des Thousand Sons était condamnée à cause de leur mutation, leur corps portant le germe de leur propre destruction. Pour l'empereur, aucun procédé génétique ne pourrait défaire ce problème. Mais en échange, Magnus se vit offrir par le maître de l'humanité une nouvelle légion, sans défaut, alors que l'actuelle 15e légion était déjà morte, car dans moins de quelques années, la mutation insidieuse aurait pris même les plus forts d'entre eux. Magnus ne put savoir comment il pourrait se tenir de nouveau aux côtés de son père en sachant qu'il aurait condamné ses fils à mort et que quand il regardera ses nouveaux guerriers, il ne verrait que les visages de la légion qu'il avait trahie. Vulcan supplia Magnus de revenir auprès des loyalistes, mais le roi pourpre lui demanda s'il aurait pu abandonner ses fils génétiques pour satisfaire son désir. Vulcan admit sans détour qu'il ne le pourrait pas. Alors Magnus le Rouge arma son bras en arrière pour tirer vers l'empereur et fit un lancer parfait à la trajectoire droite et mortelle. Toute sa fureur s'était mise dans son geste, sachant qu'il avait été à 2 doigts d'accepter la proposition de son père. Par ce geste, il avait définitivement signé sa damnation. Alors que le roi écarlate bascula la tête en arrière, son œil empli de sang ondula d'une lueur irréelle de saphir, et ses membres s'embrasèrent de flammes bleues et roses, cependant que son corps ravagé était soulevé en l'air. Les flammes enflèrent derrière lui comme une vaste paire d'ailes aux longues plumes. Les nombreuses blessures cuisantes qu'il avait reçues se refermèrent en un instant, sa peau se recomposant, lisse et sans une ecchymose. Ses os se ressoudèrent, les artères et les veines tranchées se rejoignirent, et la chair immatérielle se réinstaura sur tout son corps. Les morceaux de son armure revinrent en volant vers lui et s'arrimèrent autour de son corps en un assemblage sans rupture, tel qu'il avait été avant que le combat ne débute. Enfin, le dernier éclat infime à l'intérieur du roi écarlate qui avait continué de s'accrocher au domaine de la réalité était finalement anéanti, car son corps s'était librement abandonné aux puissances de la ruine. Il était devenu pleinement un prince démon du changement à jamais damné. Suite à cette transformation, il fut banni de la salle du trône par la présence purificatrice de l'empereur, ses derniers mots demeurant à flotter dans l'air comme une malédiction. Tout n'est que poussière. Même s'il n'a qu'un œil, Magnus le Rouge est omniscient et peut-être dans la galaxie peuvent se targuer d'être plus clairvoyants que lui. Le nom de ce primarque démon est rarement cité, même dans les textes qui narrent l'histoire ancienne de l'Imperium, car le simple fait de l'écrire revient à encourir le risque d'attirer son attention. Jadis, ce mage consacrait toute son incommensurable puissance à accomplir la volonté de l'empereur. Désormais, il ne désire
que la destruction totale de l'Imperium. Depuis des millénaires, ce colosse complote pour précipiter la chute de l'espèce qui le condamna en tant que traître et qui tenta de le tuer. Sa défaite face à Russ avait brisé son corps et son esprit, et les fragments de sa conscience furent dispersés aux quatre vents. Même les Thousand Sons qui lui étaient encore loyaux ne purent ranimer son âme. Ainsi, Magnus sombra dans la mélancolie tandis que les pouvoirs de l'éther envahissaient son corps. Pendant des siècles, Magnus chercha à se venger de l'Imperium, et plus particulièrement des fils de Russ. Après avoir tenté de ravager Fenris 2 fois, le destin de Magnus fut chamboulé comme le reste de la galaxie lorsque la 13e croisade noire d'Abaddon le Fléau débuta. Cette campagne du chaos majeur provoqua la chute de Cadia et le début de l'ouverture de la Grande Faille. Mais l'espoir ressurgit pour l'Imperium lorsque Roboute Guilliman fut ressuscité sur Macragge après des millénaires de stase suite à sa blessure mortelle reçue par Fulgrim lors de la bataille de Thessala. L'alliance entre les Inari d'Ivren et le Magos Belisarius Cawl permit le retour du Fils Vengeur qui mit sur pied une croisade pour rallier Terra et rencontrer l'Empereur. Magnus le Rouge eut vent de l'éveil de son frère, et il éclata d'un rire tonitruant car le roi écarlate vit se dessiner devant lui un chemin vers la gloire en lieu et place d'un désert de confusion. Magnus commença à donner ses ordres, ses mots jaillissant sous forme d'essaims d'insectes cristallins qui filèrent pour les hostes de sa fière légion d'autrefois. Le primarque démon se voyait offrir la chance de punir l'un de ses frères et il comptait la saisir. Cependant, malgré tous les plans que put échafauder Magnus, tous se conclurent par une amère défaite. Dans la dimension labyrinthique, Magnus hurla sa fureur, car le jour qui le destinait à dévaster le palais de l'empereur lui fut arraché. Mais en observant le futur, il vit de grandes ténèbres qui s'apprêtaient à envelopper l'Imperium, ainsi que de nombreuses routes potentielles lui permettant de mener à bien la revanche qu'il convoitait envers l'empereur. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Jamais cette maxime ne fut aussi vraie pour Magnus le Rouge, car chacun de ses actes, qu'ils soient bons ou mauvais, était animé de bonnes intentions. Cependant, face à la puissance du chaos et aux machinations des dieux, même un primarque aussi puissant et intelligent que Magnus ne pouvait que plier le genou.